rapport de la commission Ford qui également doit être publié le 21 juillet. Alors le rapport est Oui, une cause. Et puis le fait qu'on est parfaitement bien situé, c'est une usine intégrée, vous savez. C'est une usine qui fait de la qualité, qui fait du savoir-faire, qui a un personnel compétent et puis qui est proche des marchés. Aujourd'hui, la proximité des marchés et la qualité, ce sont des atouts. Et ces atouts feront chez tous les analystes. Le marché, oui, les constructeurs automobiles, notamment allemands, qui se portent quand même plutôt bien et qui sont des clients habituels de Ford. Donc ils connaissent la qualité de Ford. Entre le gouvernement d'un côté, auquel vous essayez de transmettre les messages des salariés qui vous derrière vous? Non, vous savez, depuis le 6 mai, il y a eu un changement qui a été conforté. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le président de la République avec une délégation de sidérurgistes le 4 juin dernier. Et non, j'ai senti au contraire qu'il y a une écoute, il y a une intention, il y a une volonté qui n'était pas du tout celle qui existait avant le 6 mai. Alors, les résultats, on est toujours sur une entreprise privée, naturellement, donc c'est difficile, mais je suis optimiste, confiant. Le préfet arrivait dans le printemps dans la région. Il a souhaité avoir cette prise de contact proche du terrain, donc à Thionville, avec les représentants des syndicats. Et il participe par ailleurs à l'écoute avec les délégations qui étaient mises en place par le ministre M. Bonneau. Donc là, c'est une réunion organisée par les élus, par les syndicats et auquel l'État vient participer pour écouter. Il n'y a jamais trop d'échanges sur un dossier comme celui-là. Quand je dis 3 petits, ils sont comparables à vous. Entre 2 et 6 millions de tonnes de capacité de production d'acier. Qu'est-ce que l'on constate? On constate d'abord que leurs résultats sont supérieurs aux vôtres, de manière structurelle. Ils ont aussi eu des difficultés dans la crise de 2019, mais leurs résultats sont globalement meilleurs. Et si on les ramène à la tonne d'acier, je dirais que vous êtes plutôt à 50 € d'EBITDA par tonne d'acier, c'est-à-dire de cash par tonne d'acier, quand eux sont au-dessus de 100. C'est-à-dire les performances de ces petits producteurs indépendants sont supérieures aux performances des gros. Première affirmation. Deuxième affirmation, ont-ils réduit leurs investissements de la même façon que les grands? Non. Les grands, manifestement, réduisent leurs investissements de manière plus importante que les petits. Deuxième critère d'appréciation, donc je dis meilleur résultat, maintien d'un niveau d'investissement plus important. Ils renouvellent leurs équipements de manière beaucoup plus régulière. Troisième critère, l'évolution de l'emploi. Est-ce qu'ils procèdent comme des gros producteurs à des plans de départ volontaires, en tout cas des réductions d'effectifs et des réductions d'emplois? Non, manifestement, ce n'est pas le cas. L'emploi est plutôt stable chez ces petits producteurs indépendants. Donc voilà l'ensemble des critères. J'ai dit profitabilité, j'ai dit investissement, j'ai dit emploi. Manifestement, il y a 2 types de producteurs d'acier en Europe. Il y a ceux qui sont gros et qui manifestement souffrent, manque d'investissement, ont des résultats faibles, réduisent l'emploi. Et d'un autre côté, des petits producteurs indépendants, j'ai cité le nom, qui sont tous cotés sur les marchés financiers. Qui va entraîner la suppression de milliers d'emplois. Il faut savoir qu'en Lorraine, un salarié sur 2 est un métallo, plus de 50 000 emplois. On voit sur PSA la famille Peugeot, qui fait la pluie et le beau temps. On ne peut pas accepter. M. Hollande l'a dit, c'est inacceptable. Mais derrière ce inacceptable, il faut une volonté politique, une volonté industrielle, dans l'intérêt national, mais aussi dans l'intérêt général de tous. Ici, les jeunes, j'ai un jeune salarié qui est à côté de moi. Il attend de ce gouvernement. Il attend que demain, son haut fourneau redémarre. On ne peut pas continuer dans ce sens. Et aujourd'hui, on attend un signe fort. Monsieur le sous-préfet, vous êtes là. On attend un signe fort de l'État. Pour répondre, à déjà poser une question au début de la réunion.
Ceci étant, on souhaiterait repréciser un certain nombre de choses, un certain nombre de positions qu'on a développées depuis de nombreux mois et que les pouvoirs publics connaissent, mais positions sur lesquelles nous n'avons jamais eu de réponse, comme c'est le cas d'ailleurs. On va se rejoindre un peu, même beaucoup, sur cette question-là. Il y a une chose qui est très claire. On est face à une situation où les hauts fourneaux sont à l'arrêt depuis plus d'1 an pour le P3, au moins 8 mois, je n'ai pas fait le compte exact, pour le P6. J'entends, moi, les interventions des uns et des autres, les salariés qui bossent sur place, des responsables syndicaux du site de Florange. Tout le monde sait que les installations sont en train de se dégrader à la vitesse grand V, et qu'on va se retrouver probablement dans une situation, si ça continue encore longtemps comme ça, où on sera dans l'incapacité de pouvoir produire et redémarrer de manière efficace à Florange. Et donc cette situation-là, elle ne peut pas durer, elle ne peut plus durer, et je crois que c'est de la responsabilité du gouvernement, c'est de la responsabilité de l'État de faire en sorte que Mittal prenne les décisions pour le redémarrage des hauts fourneaux. Et si effectivement M. Mittal ne veut plus redémarrer les hauts fourneaux, si M. Mittal ne veut plus produire de l'acier à Florange, eh bien qu'il s'en aille, mais qu'il n'oublie pas de laisser les clés. Et nous, on considère que c'est à l'État de récupérer ces clés pour faire redémarrer les hauts fourneaux. Moi, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt la présentation qui nous a été faite par des personnes dont on ne peut pas parler. En tout état de cause, moi, ce qui me paraît extrêmement important dans cette présentation, c'est premièrement que, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire de tous côtés, et notamment du point de vue des gouvernements, celui-ci ou le précédent, il y a des possibilités, il y a des capacités de production. Donc on n'est pas dans une situation, même si aujourd'hui la production en Europe est un peu atone, il y a des possibilités, il y a une capacité pour produire de manière importante de l'acier demain, que ce soit en France, en Europe et au niveau mondial. Et la deuxième chose extrêmement importante, c'est qu'on peut, d'une manière ou d'une autre, produire et trouver des solutions d'organisation pour permettre un redémarrage des hauts fourneaux et un redémarrage pour une entreprise qui soit compétitive. Donc il y a eu l'exemple des petits producteurs européens. Moi, ça me semble tout à fait intéressant, pas sous l'angle de la manière dont ils fonctionnent. On a fait ça la politique des parties prenantes. Peu importe, mais en tout cas, c'est la démonstration que de petits opérateurs, de petits producteurs industriels sont en capacité de produire de l'acier et d'être rentables. Ça veut dire tout simplement que si des opérateurs privés sont capables de produire de l'acier, de gagner de l'argent dans d'autres pays européens, on peut en France produire de l'acier et l'État peut prendre les choses en main, produire de l'acier, faire de l'activité économique, faire de la croissance, créer de l'emploi et défendre, j'allais dire, un tissu industriel et un bassin d'emploi qui a particulièrement morflé ces dernières années. Et je prends simplement le rapport du CESEL, puisqu'on peut le noter puisqu'il est d'excellente qualité. Je crois qu'on peut voir les uns et les autres que, de ce point de vue, la région Lorraine et la Moselle en particulier, on a particulièrement morflé du point de vue de la destruction d'emplois dans le secteur industriel. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, très clairement, c'est que compte faire le gouvernement. Alors j'entends bien, il y a une mission ministérielle en cours. Que compte faire le gouvernement pour que les hauts fourneaux redémarrent le plus rapidement possible? Nous considérons à Force ouvrière que l'État doit nationaliser le site de Florange. Je dis bien nationaliser, je ne parle même pas d'une prise de participation qui serait minoritaire. Je crois qu'il est de la responsabilité de l'État aujourd'hui de considérer que
il y a un intérêt économique, il y a une filière stratégique qui est la production de l'acier, il y a des emplois qui sont en jeu, et donc à partir de là, c'est la responsabilité de l'État de prendre les choses en main et de nationaliser. Deux, il a indiqué que si tel n'était pas le cas, et dès lors qu'il paraîtrait évident, ce qui est le cas, que l'outil industriel est rentable dans une politique industrielle nationale à reconsidérer, voire européenne, un projet de loi serait déposé pour faire obligation à M. Mittal de vendre dès lors qu'il y aurait un repreneur. Je considère dans l'instant où nous sommes, c'est au moins sur ces deux objectifs que nous devons nous engager. En tout cas, moi, j'y suis tout à fait prêt. Est-ce que Mittal répondra ou pas aux injonctions du gouvernement de la République française? J'en sais fiche trop rien, mais il y a nécessité absolue que le président de la République, de mon point de vue, invite ou convoque M. Mittal et son fils, parce que je pense que ce sont les deux vrais décideurs de l'opération, à exprimer leurs intentions à l'endroit de cette sidérurgie lorraine, et on aurait tout intérêt à dimensionner l'intervention au niveau européen, puisque à travers l'exposé qui nous a été fait, à la fois le site de Liège et le site de Florange, assez comparables, peuvent avoir des intérêts liés. Donc là, on est bien au niveau d'une dimension politique européenne. Ça serait nécessaire. S'il n'y a pas de réponse à cela, il faut alors impérativement et sans délai que les parlementaires, que le gouvernement dépose, parce que ça doit être immédiat. Moi, je pense que ce n'est pas un texte de loi très compliqué. Il faut déposer ce texte de loi. Alors, est-ce que la puissance publique veut attendre le rapport de la commission Faure, qui, de mon point de vue, je le dis très tranquillement, ne sert strictement à rien? Mais strictement à rien. Parce que les engagements sont politiques et la réponse n'est pas d'ordre technique. Donc, c'est une commission qui a été mise en œuvre. Elle doit rendre ses conclusions au 31 juillet. Le 31 juillet, c'est dans pas longtemps, mais c'est comme ça. Donc, probablement que des initiatives seront prises après le dépôt de ce rapport qui, à mon avis, ne peut pas échapper aux deux engagements pris par l'actuel président de la République tel qu'il s'est exprimé devant les salariés de Florange au mois de mars dernier. Après, en fonction de la situation, se poseront alors les questions qui ont été formulées. Est-ce qu'il y a un repreneur? Parce qu'il faut bien un opérateur industriel à un moment donné, ça c'est clair. Quel sera-t-il? Sera-t-il l'un des petits dont on a parlé? C'est possible. Est-ce qu'il viendra d'ailleurs? Pourquoi pas? Faudra-t-il envisager plus loin des solutions qui ont été évoquées, des prises de participation minoritaires, majoritaires? J'ai même entendu le mot de nationalisation. Je l'ai entendu, je ne le reprends pas à mon compte à ce moment-là, parce que je pense que nous avons opportunité d'avoir d'autres approches qui sont celles, effectivement, de choisir ou de recruter, chercher un opérateur industriel dont le métier est la sidérurgie, ça serait probablement meilleur. Après, qu'il y ait des prises de participation publique à l'intérieur de ce nouveau capital, moi je suis quelqu'un qui sait prendre des risques, je le démontre, des fois encore défendant et parfois regardé par mon opposition, mais ça c'est le risque du métier. Je suis prêt effectivement à ce que le conseil régional soit un partenaire, parce que j'ai réclamé, quand Mittal est devenu propriétaire d'Arcelor, j'avais demandé que le conseil régional crée 73 actions, c'est-à-dire une action par le conseil régional, ça m'a été refusé. Aujourd'hui, on n'a pas le droit, mais il doit y avoir prochainement une proposition de loi ou un projet de loi qui permette aux collectivités territoriales et aux régions de prendre des participations dans des entreprises. Si la loi le permet, je ne verrai personnellement aucun inconvénient à ce que
le conseil régional puisse solliciter une entrée dans un capital à des conditions qui sont celles de ses ressources financières. Et je crois que si on est capable, dans cet instant, vis-à-vis de la puissance publique, c'est-à-dire de notre gouvernement, le gouvernement de la République, dont les engagements pris doivent être impérativement tenus, et j'y veillerai personnellement, que ce gouvernement soit de gauche ou pas, ce n'est pas mon problème. Les engagements pris doivent être des engagements tenus dans tous les domaines qui ont été exposés devant le suffrage universel. Ça, pour moi, ça ne souffre aucune exception, que ce soit des amis ou pas des amis, non. La parole publique, la parole politique doit être une parole respectée. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, on peut dire des choses, mais en tout cas il faut respecter ces engagements. Et je pense qu'un pacte territorial qui nous engagerait tous au-delà du fait que nous voulons maintenir cet outil. Après il y a le problème ULCOS. On a bien compris que le problème ULCOS, c'était un élément de la productivité, donc de conquête de marché, d'accord, au-delà de toute autre considération. Ça ne devrait pas rester sourd à l'oreille peut-être de M. Vital, dont la préoccupation est quand même de trouver la rentabilité financière à son truc, parce que son problème aujourd'hui, c'est de rembourser ses banquiers. Pour rembourser ses banquiers, il a fait le choix de l'investissement minier et il perd des parts de marché au plan européen et au plan mondial. Sa stratégie le conduit à perdre des parts de marché au plan européen et au plan mondial aujourd'hui. Ce qui est quand même une stratégie assez contestable dans son résultat. Donc le problème ULCOS, on doit devenir un élément de la compétitivité de la sidérurgie française et un élément de la compétitivité européenne. Bien évidemment, sinon ce sont les autres qui vont s'engager, on l'a vu tout à l'heure. Moi je trouve que, en tant que président de région, c'est la voie que je souhaiterais prendre, à savoir un pacte territorial, c'est-à-dire des collectivités qui sont là, qui disent nous, on veut maintenir de la sidérurgie, un pacte qui serait adressé nécessairement au gouvernement de la République française, qui comporterait à la fois l'appel à moderniser cet outil, ce qui viendra donc soit de Mittal lui-même s'il le veut, soit d'une procédure haute qui ouvre alors une autre démarche vers un autre opérateur avec des modalités capitalistiques différentes, enfin en tout cas dans la formation du capital d'exploitation avec de la puissance publique, de l'État, de la région, des collectivités, de l'Europe, moi je ne sais pas. Après on est dans une deuxième phase de fabrication de solutions. Moi je suggère modestement cette piste-là. Des engagements ont été pris, des engagements doivent être respectés dans les meilleurs délais possibles, et l'objectif c'est de défendre. Et j'ajouterais que dans le domaine de la sidérurgie, dans ce pacte territorial, on pourrait y faire figurer une demande portant sur la série électrique de grande range, parce que je trouve que ce n'est pas quelque chose qui doit être écarté d'un revers de main, et que si demain on avait à la fois ULCOS, une sidérurgie de Florange modernisée et un outil d'acier électrique sur grande range, on aurait pour une vingtaine d'années un outil qui aurait de la gueule dans la politique industrielle régionale. Alors, sur l'analyse, naturellement, je rejoins totalement les propos de Jean-Pierre Masseret. On est aujourd'hui dans une situation où on a un outil industriel, un savoir-faire, un territoire qui défend sa sidérurgie et cet outil industriel, dans une démarche qui est celle de l'aménagement du territoire et du développement économique, et on a face à nous un investisseur qui a une attitude uniquement financière. Et qui a cette attitude financière à une dimension qui est mondiale et qui n'a plus rien à voir avec le développement et l'aménagement du territoire. Et je pense, je suis intimement convaincu qu'au-delà de la commission Faure qui est venue poser des questions sur le territoire, les réponses ne doivent pas être données par le territoire. Ce sont des réponses qui doivent être données par l'État face à ArcelorMittal. Et je rejoins le professeur Masseret lorsqu'il dit qu'il faut qu'on connaisse précisément l'attitude du groupe ArcelorMittal face à la sidérurgie lorraine. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. L'outil industriel se dégrade, vous l'avez dit vous-même. La difficulté va grandissant quant à la capacité à la remettre en route. Et on arrivera inévitablement ensuite à une situation de crise qui fera qu'on nous démontrera qu'on ne pourra plus redémarrer. Et il faut que l'État, parce que c'est de sa responsabilité, pose la question simple de savoir ce que veut
capital quant à la sidérurgie lorraine. Eu égard à sa réponse, ensuite, il faut que l'État assume sa responsabilité et qu'il puisse y avoir un texte qui permette de s'approprier l'outil industriel. Donc d'engager une procédure qu'on va qualifier d'expropriation au profit d'un opérateur industriel. Le problème, ce n'est pas de connaître le vendeur, mais de trouver l'acheteur. Dans une usine, et vous l'avez dit, intégrée, dans un outil de production intégré. Ce qui rend l'exercice encore plus difficile. Alors après, de savoir dans l'organisation du capital, quelle sera la part des institutions, qu'elles soient nationales ou territoriales, c'est en fonction d'une part de l'opérateur, la capacité à mobiliser les moyens, les capitaux, et de répondre à cette exigence de remise en route de l'outil industriel. Et vous avez raison de dire que c'est urgent, qu'on n'a plus le temps d'attendre. Et, attendez, si vous voulez bien, ne me reprochez pas à moi le fait qu'on attende. D'accord? J'ai toujours répondu présent lorsqu'on m'a sollicité. Et j'en reviens. Désolé que vous soyez obligé d'interrompre. La parole le est à département de la M. Moselle s'exprime. Je suis vraiment désolé. Et que donc, dans ce cadre-là, nous avons toujours dit que nous serions présents pour apporter des solutions à la question de la sidérurgie lorraine. Sur la question du LCOS, qui à mon avis, au jour d'aujourd'hui, est une question prioritaire. Je considère que la solution à court terme, en matière de perspective, c'est l'ULCOS. Si nous avons la chance d'avoir une décision positive et de nous retrouver sur le podium, que vous évoquez, au mois de septembre-octobre, l'ULCOS permettra, à mon sens, de sauver la sidérurgie. Avec ou sans ArcelorMittal. Avec ou sans ArcelorMittal. Parce qu'à ce moment-là, on pourra encore mieux négocier. À l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Europe. Parce qu'on est là sur un consortium de sidérurgistes qui sont prêts à s'engager sur cette démarche d'innovation économique, industrielle et environnementale. Ce qui veut dire qu'à mon sens, aujourd'hui, la priorité, c'est que l'État français fasse pression sur l'Europe, afin que nous puissions ne pas être 8e, pas 5e, mais 3e, au pire. Au pire. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un front uni pour défendre, soutenir et pousser le projet ULCOS. Alors, Jean-Pierre Massé l'a dit, c'est vrai qu'autour de cette table, il y a un front uni pour ULCOS. Malheureusement, toute la Lorraine, toute la Moselle ne s'exprime pas de cette façon. Et moi, je regrette d'avoir eu à lire des courriers par lesquels on essaye de nous démontrer que ULCOS est un projet qui ne garantit pas la qualité environnementale. Et ça, il faut être prudent. Et s'il doit y avoir un pacte territorial à signer immédiatement, c'est celui qui défend et qui soutient l'ULCOS. Et pour revenir à votre question, nous avons dit, Philippe Tharion, au titre de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, Jean-Pierre Masseret au titre de la région, et personnellement au titre du département, que nous sommes prêts à mettre 30 millions d'euros sur la table pour financer le projet ULCOS. Nous l'avons dit, nous le respecterons. De quelle façon les choses seront réparties, on fera notre visite. Nous trouverons une solution. Le département s'y engage et tiendra toute sa place. Le Conseil général de la Moselle, il tiendra toute sa place. Et il faut qu'il y ait une démarche depuis l'État français, accompagnée par des collectivités territoriales, et l'État s'était engagé à mettre 150 millions d'euros. L'État d'hier, je pense, comme l'État d'aujourd'hui. Les collectivités hier et aujourd'hui ont dit la même chose. L'ADEME est prêt à financer. Maintenant, la décision appartient à l'institution européenne. Et là, il faut que nous parlions tous de la même voix. Il ne faudrait pas qu'il manque une voix sur le territoire de la Moselle et de la Lorraine. Et cela est essentiel. Et le débat qu'il y a eu au niveau du CESEL est un débat éminemment important. Et il faudra que chacun prenne ses responsabilités. Et je pense que ça, c'est important. Et si nous avons eu le COS, personnellement,
Je pense que nous pouvons à ce moment-là avoir une toute autre attitude face à ArcelorMittal. Et l'avenir de la sidérurgie, c'est le projet. Et sur ce projet-là, le département répond présent. Et nous apportons notre contribution pour après trouver toutes les autres formes de gouvernance. Et nous aurons le projet industriel, écologique, économique, financier qui nous permettra de sauver la sidérurgie. C'est pas un thème que je partage complètement. Juste quelques éléments. D'abord, le Conseil économique et social, ça fait des années depuis plusieurs années, on est vraiment mobilisé, côté patronal comme côté syndical, puisque les deux vice-présidents, il y a un syndicaliste et un chef d'entreprise, pour ce projet. Bon, alors on a eu un débat effectivement autour d'une motion qui a été adoptée à une très large majorité, mais c'est vrai qu'il y a eu une expression écologiste qui est très radicale, qui s'est exprimée contre, mais très largement à 95%. Le Conseil économique et social, la motion qui a été largement diffusée, soutient ce projet, qui est un projet tout à fait vital pour la sidérurgie, pour que les choses soient très claires là-dessus. Alors, je crois qu'il ne faut pas qu'on soit forcément trop long dans l'expression. Je crois que nos éléments d'accord, on les a tous, et je partage complètement la vie de Patrick Baeten là-dessus. Il faut qu'on trie un peu dans tout le paquet. Premier élément, l'urgence, c'est indiscutablement une cause. Parce qu'à partir d'une cause, on peut commencer à développer autre chose. Donc il faut qu'on ait effectivement une stratégie qui se mette en place et qu'on crée ce qui est un élément de rapport de force. Alors moi je vous le dis brutalement, je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse aller rencontrer Mittal. Les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui pour qu'on rencontre Mittal et que M. Mittal nous dise écoutez, j'entends ce que vous dites et je vais immédiatement répondre à ce que vous dites. Le précédent gouvernement n'a pas su le faire, le nouveau gouvernement n'arrive pas à le faire non plus. Donc il faut bien qu'on ait des éléments de stratégie pour continuer à entretenir un rapport de force. Et ce rapport de force, il est autour d'une cause. Alors, ça ne veut pas dire que le politique n'a pas un rôle à jouer, il a un rôle important à jouer. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Patrick Baeten. Alors d'abord, nous, au niveau local, Front Uni, ça fait des semaines et des semaines qu'on dit ça. Voilà, relativement, mais affichons vraiment très nettement, Jean-Pierre Massenet a parlé d'un pacte territorial, notre volonté d'être très unis sur cette question, parce que pour notre industrie, la question du cause et de l'avenir de la sidérurgie est absolument vitale. La Lorraine a besoin d'une industrie forte et de marqueurs qui l'identifient comme étant productive et moderne. Donc ça, il faut qu'on l'affiche absolument, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et la deuxième chose, au niveau national et au niveau européen, je crois que là, il appartient au gouvernement d'abord de faire pression sur l'Europe et de dire à la Commission européenne à quel point ce dossier aujourd'hui est fondamental. Ça, c'est une action importante. J'ai trouvé, moi, plutôt bien qu'Arnaud Montebourg soit allé au Luxembourg, commencer à esquisser une mobilisation. Je crois qu'il faut qu'il aille là-dessus plus fortement et qu'au niveau européen, dans les 2 mois, on obtienne une décision qui soit favorable à la cause. C'est là qu'il y a action du politique. À nous de rester soudés, et ensuite l'action du politique, c'est de pousser les feux en direction de l'Europe, ce qui me paraît le plus efficace. Et ensuite, les autres questions, on pourra continuer à les prendre, sachant qu'une initiative comme ça est intéressante parce que ça nous permet de partager et d'échanger. Ils s'en vont, les jeunes, ils partent, ils voient qu'il n'y a pas d'issue aujourd'hui. L'État français n'a pas pris encore tapé sur la table pour dire c'est comme ça que l'industrie, elle va aller. La direction, c'est celle-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de direction industrielle sur le pays. Mais quelle stratégie? Comment on fait ça? Comment on obtient ça? Comment on obtient la réouverture de Hauts-Fourneaux? Tu peux toujours donner la réouverture de Hauts-Fourneaux. Il faut bien à un moment donné que tu sois suffisamment fort pour que les types y réouvrent. Alors aujourd'hui, un entrepreneur comme Mittal, aujourd'hui, a le droit de casser notre outil industriel. Mais tu vas le voir, à ce moment-là. Ulco, c'est dans combien de temps, monsieur? La décision, c'est dans 2 mois. Le démarrage des Hauts-Fourneaux. Ce qu'ils disent, c'est que s'il y a une décision positive sur Ulcos au mois d'octobre, ça nous placera dans une situation par rapport à Mittal, dans le rapport de force qu'évoquaient plusieurs intervenants précédemment, dans un autre rapport de force. Donc, je crois que vous comprenez pas. Non, mais M. Fabry, je voudrais que le jeune camarade qui travaille au fond puisse s'exprimer. On va lui passer la parole, mais l'urgence, c'est et l'urgence, et bien sûr d'exiger le redémarrage. Non, d'abord le redémarrage. Il faut les deux en même temps. Là, le redémarrage. Ça va dans le même sens. Je ne vois pas pourquoi vous opposez les deux. Je n'oppose rien du tout. On revendique le redémarrage de notre groupe. Monsieur Fabry, je passe la parole à votre jeune collègue, mais il est clair qu'il ne peut pas y avoir Ulcos s'il n'y a pas d'outils, évidemment. Excusez d'interrompre. En fait, voilà, je vais prendre la parole parce que je suis un jeune, il y a beaucoup de jeunes dans la salle qui peut-être
sont un peu comme moi. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, quand on entend votre discours, il y a deux choses. Il y a le cause et un repreneur, en tous les cas, potentiel. Alors moi, ce que je voudrais, c'est rebondir déjà sur Ulcos. Donc, voilà, 8e rang au niveau européen. Donc, voilà, je veux dire, si on mouille pas le maillot maintenant, je veux dire, une chose est sûre, c'est que de passer de 8e à la 3e place, on n'aura jamais. Le lobbying, le mot anglais qui se dit partout, aujourd'hui, il n'y en a pas, et c'est pas Mittal qui va le faire. On a l'impression, en tous les cas, c'est pas Mittal qui va le faire. Donc, à un moment, il faut interpeller, voilà, les élus, c'est sûr, mais nous, pour la CGT, là, vous dites, oui, voilà, il faut défendre le projet Ulcos, on est dedans, on va mouiller le maillot, on vous soutient, on va se mobiliser, et puis voilà. Mais s'il n'y a pas Ulcos, qu'est-ce qu'on fait? Il faut savoir que Ulcos, déjà, si c'est mis en place, en tous les cas, si la décision est positive, courant octobre, pour la mise en place d'Ulcos, il faut attendre 3 ans. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 ans? Qu'est-ce que les salariés vont faire pendant 3 ans? Si, c'est vrai, c'est une réalité. Il y a des délais de pièces, il y a des délais de contrat, de cahier des charges qui nécessitent 1 an d'attente. Qu'est-ce qu'on va faire sans ça? Donc par rapport à ça, juste par rapport à ça, voilà, qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 ans? Qu'est-ce qu'on fait si la décision est négative? C'est une fin en soi? On ferme la boutique? Je ne sais pas. Donc là, on partirait sur le repreneur potentiel. Sur le repreneur potentiel, aujourd'hui, ça fait, nos 2 hauts fourneaux, grosso modo, ça fait 1 an qu'ils sont à l'arrêt. Je suis haut-fourniste, je connais mon métier, vous connaissez certainement le vôtre, moi je connais mon métier. Aujourd'hui, l'outil est dégradé. On a passé un hiver, l'outil est dégradé. Aujourd'hui, il n'y a pas de maintenance. On a des vigies avec des effectifs étriqués. On est fiers de notre outil, on le voit se dégrader à vue d'œil. Aujourd'hui, les compétences internes sont pour la malle. On a les cadres, les étames, qui sont ventilés déjà vers d'autres entités qui fonctionnent, elles. La coquerie, Sainte-Agathe, et puis bien sûr, les jeunes comme moi qui partent, l'Eldorado du Luxembourg. Ça, c'est une réalité aujourd'hui, monsieur. Troisième chose, nos prestataires, il n'y en a plus. Prestataires stratégiques, ceux qui faisaient nos rigolmères, et puis bas, Valrich, Ondéo, les contrats Ondéo, là, ceux qui géraient les contrats de traitement d'eau, là, ils vont être remerciés dans 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui si on devait en tous les cas avoir un repreneur où on n'a plus de prestataires, on n'a plus de compétences internes, l'outil est dégradé, plus de clients, plus de fournisseurs, le plan ligne qui nous tombe, qui va tomber, avec une saignée dans les fonctions support. Il faut savoir qu'une fonction support sur 3 va être remerciée. On ne sait pas comment, on ne sait pas comment. Plus de qualité, plus de service qualité, plus de service recherche, plus de service informatique, plus de service compta, plus de service sécurité, plus de service gardiennage. Sans ces services-là, il faudrait tout recréer de A à Z. Alors moi je vous pose une question, et voilà, après j'arrêterai, mais qui voudrait aujourd'hui, tout ça orchestré par Mittal bien évidemment, qui voudrait aujourd'hui reprendre Florange? Moi franchement, voilà, j'ai du blé, je vois le bilan que je viens de citer là, mais je ne suis pas de l'acier, je fais des carambars, excusez-moi. De la réouverture des hauts fourneaux par Mittal ou par un autre est le projet Ulcos. Le projet Ulcos est un élément, et vous avez raison de dire, qui se mettra en place dans 2 ou 3 ans, ça c'est clair, mais c'est un produit qui dit, une fois réalisé, ça veut dire qu'il y a un intérêt économique à faire retourner la bécane de Florange, que ce soit par Mittal ou par un autre, mais il ne faut surtout pas rester les 2 pieds dans le même sabot aujourd'hui. Il ne faut pas attendre la décision d'Ulcos dans un rapport de force à construire avec le gouvernement et avec l'Europe, mais il faut dans le même temps poser la loi. Moi je dis qu'il y a urgence personnellement à poser cette loi pour peser sur la décision de Mittal. Si la loi n'est pas déposée là maintenant, le rapport de force est incomplet par rapport à Mittal. Il faut, je ne dis pas faire peur à Mittal, je ne veux pas que les journalistes mettent ça, parce que de toute façon Mittal n'y croirait pas, de ma part en tout cas de ma part. Mais, qu'est-ce que tu dis toi Roger? Je dis, dis pas ce que tu dis. Je ne parle pas anglais, alors c'est pour ça, j'ai aucune chance d'être en taille. On va s'y mettre, Jean-Pierre. C'est ça. Donc je dis que la loi qui porte en quelque sorte appropriation collective de l'outil doit être déposée maintenant parce que c'est un élément du rapport de force qui peut faire bouger les lignes.
Tout à fait, on est bien d'accord. Alors, merci, mesdames, messieurs. Moi, je suis venue vous voir il y a à peu près 3 mois d'ici. On était en période de campagne présidentielle, où il y avait une ambiance qui était très électrique, où j'ai été beaucoup attaquée, où vous me demandiez de soutenir cette fameuse proposition de loi qui vous a été promise par le président à l'époque candidat, aujourd'hui élu, qui n'a toujours pas déposé. On vous l'avait promise pour le mois de juillet. On est 18 juillet, il n'y a rien. J'ai interrogé M. Montebourg hier soir en commission des affaires économiques, un blanc total concernant cette proposition de loi. Donc je pense qu'il y a un premier sujet sur lequel vous devriez vous battre. Quand vous dites qu'il y a urgence, je suis d'accord avec vous. Il y a une urgence absolue à réagir, et je pense que cette urgence, encore une fois, passe par le projet UCOS. Contrairement à ce que vous avez pu dire, je rejoins Patrick Weiten, je rejoins Jean-Pierre Masseret et Roger. On ne sauvera notre sidérurgie qu'en obtenant ce projet UCOS, qui est absolument indispensable. Hier soir, j'ai interrogé M. Montebourg sur ses positions et sur ce qu'il comptait faire pour notre sidérurgie et pour l'UCOS. Il m'expliquait que nous avions passé l'étape technique, donc que le projet avait été retenu 8e, et que maintenant nous étions dans le temps politique, c'est-à-dire que ce sont aux politiques aujourd'hui de faire le lobbying indispensable à Bruxelles pour défendre ce projet et pour qu'il soit classé. Je pense que ce que nous devons faire, et là j'en parle à Michel, c'est avoir une mobilisation des 577 députés de l'Assemblée nationale de soutien à ce projet COS. Michel peut s'occuper de sa majorité et je me chargerai de l'opposition. Je pense qu'on doit avoir une mobilisation très forte parce que ce n'est que ce rapport de force qui nous fera gagner. Très sincèrement, il faut arrêter de s'opposer. Il n'y a qu'en travaillant tous dans le même sens qu'on va arriver à faire avancer les choses. Donc il est impératif pour moi qu'on puisse mobiliser tous les acteurs politiques, que ce soit au niveau territorial comme au niveau national, pour pouvoir faire bouger ce sujet, que le gouvernement s'engage fortement avec un travail de lobbying qui est urgent, qui est indispensable au niveau de la Commission européenne pour que notre projet puisse être retenu. Alors après, il y a des délais, vous l'avez dit, et c'est vrai que se pose le problème de l'entretien de l'outil, parce que les compétences s'en vont, les gens s'en vont, c'est un vrai problème, l'outil se dégrade, c'est un vrai problème, et plus on attend, et plus les investissements seront lourds, et plus ils seront importants. Donc effectivement, on a là encore une fois une réflexion à avoir. Le repreneur, très sincèrement, il faut le trouver. Vous savez quelle est ma position sur cette proposition de loi. Je vous ai toujours dit que pour moi, elle n'était pas la réponse aux besoins et à la sauvegarde de notre sidérurgie. Il faut trouver ce repreneur. 2, que vont faire les clients? Parce que si le repreneur laisse son entreprise, qu'est-ce qui nous dit que les clients ne suivront pas M. Mittal parce qu'il aura des prix plus compétitifs ailleurs? Donc 2, quid des clients? Est-ce qu'on a la garantie que les clients vont rester? Et 3, se pose la question des brevets. Ça, c'est pour la proposition de loi. Pour UCOS, moi, je vous dis, j'ai quand même 2 inquiétudes. La première, c'est qu'on a comme une opposition des Verts et qui ont signé un accord avec le Parti Socialiste. Donc moi, la question que je pose à l'actuelle majorité, c'est comment allez-vous gérer les Verts qui sont contre le projet UCOS? Deuxièmement, un problème de rentabilité qu'il ne faut pas nier, parce qu'encore une fois, ça a été dit, M. Mittal est quand même un financier avant tout, et sa préoccupation première sont les questions de rentabilité, où aujourd'hui, pour que le projet UCOS soit rentable, il faut que le prix de la tonne de CO2 soit aux alentours de 60 à 70 € sur le marché. Nous sommes aujourd'hui à 10. Donc, juste pour information, je ne dis pas que c'est normal, je vous dis ça avec des informations. Et dernier point, hier matin, nous avons auditionné un ancien patron très proche du président Hollande, M. Jean-Louis Beffa, dont vous avez entendu parler, l'ancien président d'honneur de Saint-Gobain, qui est un conseiller du président de Hollande, qui expliquait quand même et qui rappelait, quand je l'ai interrogé sur les propos choquants qu'il avait tenus au Conseil économique et social, que pour lui, effectivement, investir 650 millions d'euros dans une industrie qui, de toute façon, n'a plus de raison d'être aujourd'hui sur notre territoire, il trouvait que c'était de l'argent dépensé inutilement et qu'il valait mieux tout laisser tomber et construire et investir dans des usines nouvelles d'énergie renouvelable. Donc voilà pour la partie conseil du président de la République. Donc voilà les inquiétudes que je voudrais juste mettre. Pour ma part, je soutiens complètement, et vous savez que je suis avec vous, derrière vous, toute députée de droite que je suis, vous le savez, je suis à vos côtés, je vous soutiens, je vous défendrai. Je pense qu'on doit organiser avec Michel le soutien de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale pour avoir cette force politique nationale. Et évidemment, moi j'attends du gouvernement qu'il tienne les promesses qu'il vous a faites en venant ici.
et que vous avez tous bien en tête encore le soir de l'élection, je vous vois les uns et les autres hurler en disant nous sommes sauvés, eh bien j'espère que nous sommes sauvés vraiment. Merci. Voilà, donc moi je voudrais commencer peut-être par des choses positives. Et c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, je ne parlais que du COS. En ce qui me concerne, la commission sidérurgie de l'Assemblée nationale, et je n'en parlais qu'ici. À vrai dire, ça n'intéressait pas grand monde. On me disait la filière liquide, elle n'a pas besoin du COS, elle peut fonctionner sans le COS. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il n'y aurait que le dieu le COS. Ce que je vais vous dire simplement en introduction, c'est que tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent me paraît quand même relativement négatif. Et on l'a déjà dit tout ça. Et repartons de ce qui est quand même un petit peu positif dans cette région. D'abord, nous sommes dans une région sidérurgique, avec des outils performants, avec des outils rentables, avec du personnel qualifié, avec la démonstration, non pas qui a été faite par le cabinet Syndex tout à l'heure, mais démonstration que vous faites le jour, que l'on produit de l'acier de qualité et de très grande qualité. Tata Steel, je sais que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais cette usine Sogerail, elle était vouée à disparaître à une certaine époque. Et c'est parce qu'on a effectivement été chercher Tata Steel avec Ségolène Royal, peu importe, ça aurait pu être un autre ou une autre, que Tata Steel, à un moment donné, c'était Corus à l'époque, et ça a été racheté par Tata Steel, a décidé d'investir 35 millions d'euros pour réaliser l'opération 100 mm. C'est une réussite, et les gens qui travaillent aujourd'hui sont contents d'y travailler. Il y a également encore, quoi qu'on en dise, même si Mangrange, la Syrie est fermée, il y a le LCB de Mangrange. Et ce LCB de Mangrange fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il fonctionnera à d'éternel. Tout l'intérêt, effectivement, de ce que dit tout à l'heure Jean-Pierre Masselet. D'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on s'inquiète sur l'approvisionnement au fond pour le LCB. Et Florange, sauf erreur de ma part, continue de fonctionner. Alors c'est vrai qu'on a des atouts, il faut les mettre en valeur. Et il y en a d'autres que ceux que je viens de citer. Les autres atouts, c'est que, effectivement, aujourd'hui, nous avons ce que personne d'autre n'a dans aucune autre région de France et peut-être même à l'étranger, en Europe en tout cas, ArcelorMittal. Et ce qui m'inquiète peut-être le plus aujourd'hui, c'est pas tellement tout ce qui a été dit là, concernant notamment les fourneaux. Les fourneaux, j'en ai pas la moindre idée si on arrivera ou non à les rénover. J'en dirai un mot tout à l'heure sur ce qui est mon sentiment à ce jour. Ce que je crois simplement, c'est qu'il faut que l'on préserve d'une manière ou d'une autre des outils sidérurgiques dans cette région. Et pour ça, il faut de l'innovation et de la recherche. Et pour qu'il y ait de l'innovation et de la recherche, il faut d'abord sauver ArcelorMittal. Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'effectivement, Mittal n'a plus la moindre intention aujourd'hui d'investir en Lorraine, en Europe, et y compris dans l'innovation et la recherche. Et y compris chez ArcelorMittal, vous savez qu'il y a une politique de réduction de 15% des effectifs, c'est que le début, certains disent 25, d'autres disent 40%. Moi, ça m'inquiète énormément parce que sans innovation et sans recherche, non seulement il n'y aura pas un COS, mais il n'y aura pas non plus la poursuite du CIBOR et le droit, on n'en a pas parlé, mais c'est quand même peut-être ce qu'il nous fera aller dans les 15, 20, 30 ans qui viennent. Il n'y aura pas non plus la Sigmotion, parce qu'il y a des innovations à faire dans cette région et on ne pourra progresser que s'il y a des ingénieurs qui travaillent. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de projet du COS s'il n'y avait pas eu des dizaines d'ingénieurs qui y aient travaillé depuis des années et des années. Donc je crois qu'il faut qu'on commence aussi par sauver ce qui fonctionne actuellement et qui est menacé. Il n'y a pas que les fourneaux qui sont menacés. Je veux dire également dans le même état d'esprit que la pression que nous devons exercer, et on le fera en tant que parlementaire, je pense de droite comme de gauche, et je demande aussi aux collectivités territoriales, au président du Conseil régional et au président du Conseil général, c'est de dire nous ne pourrons plus effectivement accorder par exemple 20 millions d'euros par an de crédit impôt recherche à ArcelorMittal venant de l'État sur un budget de 80 millions s'il n'y a pas d'engagement vital à maintenir ArcelorMittal. Parce que cette recherche, nous la payons, nous, avec nos impôts, aujourd'hui, pour Mittal, qui par ailleurs a décidé de toute façon de ne plus faire le moins d'investissement en Europe, parce que c'est la décision qu'il a prise. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas les hauts fourneaux qui sont en cause aujourd'hui, c'est dans 20 ou 30 ans la disparition de tous les sites européens de Mittal, purement et simplement. Il ne faut pas se raconter l'histoire, ça prendra 20 ans, 30 ans, 40 ou 50 ans, mais en tout cas, il a programmé la disparition de la sidérurgie en Europe. Et les hauts fourneaux, c'est une étape. Et malheureusement, on est une de ces étapes. Et il faut qu'on se batte dès maintenant avec l'ensemble des pays voisins. Et je pense que l'autre atout que nous avons aujourd'hui, on est prêt à adresser un courrier à l'ensemble des 77 députés et 324 sénateurs qui s'engageront, je pense, à nos côtés, pour un projet français dans le domaine de la sidérurgie, pour sauver effectivement cette filière qui est aujourd'hui installée en Lorraine. C'est une première proposition. La deuxième, c'est effectivement de faire en sorte que la loi soit votée, et là aussi je souhaitais qu'elle le soit au-delà de notre sensibilité politique, parce que c'est une loi qui n'est pas qu'une loi sidérurgique,
c'est une loi qui comporte toutes les entreprises qui sont stratégiques pour le pays. Est-ce qu'il y a ou non des entreprises stratégiques pour le pays? Moi, je pense que les industries primaires, celles qui produisent le produit de base, ensuite permettent la construction, sont des industries essentielles. Si on n'a pas ça, on sera dépendant de l'étranger, à un moment ou à un autre. Et donc, dépendant de l'étranger, on ne définira plus notre politique